Bonjour à tous pour ceux qui viennent de nous rejoindre pour donc, la conférence Développer son gîte ou sa chambre d'hôte. Pour les nouveaux, quelques petites règles. On a coupé votre micro, mais vous pouvez bien sûr poser toutes vos questions donc, à Marc qui va animer cette conférence via le chat et je me chargerai de lui relayer les questions en fin de conférence. Donc surtout, n'hésitez pas à échanger un maximum. Le but, c'est que ça soit le plus interactif possible. Si vous voulez recevoir le support de la présentation JIT ou les autres sur lesquels vous n'avez pas pu participer, on a besoin de vous identifier. Donc, il faut que vous renommiez nom plus prénom. Il suffit de cliquer sur votre nom, faire clic droit plus, et vous avez un petit renommé. Et à partir du moment où on a votre nom et votre prénom, on pourra vous envoyer les présentations dès demain matin. La conférence sera également enregistrée et les replays seront disponibles dans quelques jours après le montage. Eh bien, Marc, je te laisse la main et tu peux commencer. Merci beaucoup. Alors, bonjour à tous. Donc, ravi de vous retrouver après cette longue journée. J'espère que je ne serai pas trop fastidieux pour vous fatiguer. Donc, on va parler maintenant de développer son gîte ou sa chambre d'hôte, partant du principe que déjà, il y a une première étape qui consistera à l'ouvrir éventuellement si c'est dans vos cordes. Donc là, je vous rappelle mon nom et mes coordonnées. J'interviens chez Créactif sur différents modules, dont celui ouvrir et développer son gîte ou sa chambre d'hôte. À titre personnel, j'ai juste eu une expérience de plusieurs années en tant que chambre d'hôte. J'ai eu une chambre d'hôte chez moi pendant un bon moment et je connais pas mal l'univers des gîtes, car autour de moi, j'ai pas mal de gens qui sont lancés dans cette activité. Voilà un petit peu pour vous situer qui je suis. Alors, tout d'abord, on va présenter un petit peu les différents sujets que l'on va aborder. On va parler de son offre, de l'offre donc de gîte ou chambre d'hôte, la connaissance de son marché, qui est une chose essentielle, puisqu'en fait, il y aura plein d'éléments qui seront tributaires de là où vous vous implantez. Le choix de la forme juridique est souvent un questionnement important quand on veut se lancer dans ce type d'activité. Les éléments financiers, ce qu'il faudra produire et fournir dans le domaine de la finance. Et puis, la notion de visibilité qui va rejoindre un petit peu la thématique de la formation ou de la présentation précédente, à savoir votre visibilité sur les réseaux et aussi localement, puisqu'en fait, il y a les deux dimensions à prendre en compte. Donc, tout d'abord, un petit préambule et une mise un peu en garde. La plupart, il y a deux choses qui sont importantes. C'est il faut du temps pour se lancer, c'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas quelque chose qui se fait dans la seconde, sauf si, par exemple, vous voulez faire chambre d'hôte et que votre maison est équipée et suffisamment bien structurée pour vous permettre d'accueillir rapidement des voyageurs. Sinon, quand même, la moyenne du délai, c'est de l'ordre de 18 mois, parce qu'entre l'acquisition, les travaux, la mise en place, éventuellement la saisonnalité fait qu'il y a des périodes auxquelles c'est moins pertinent de démarrer qu'à d'autres, c'est en gros un délai de 18 mois qu'il faut compter donc avant un démarrage quand on part de zéro pour se lancer dans un gîte. L'autre chose importante, c'est que pour se lancer, il faut d'abord savoir à qui on s'adresse et avoir une vision assez claire et précise du marché sur lequel on va se trouver, donc du marché qu'on souhaite attaquer d'une part, et de l'endroit où on va se trouver. Donc il y a deux dimensions importantes. C'est une dimension de documentation tout d'abord, et puis après, de pratique de terrain, de se rendre compte sur place de ce que ça donne au niveau de la concurrence, des sources éventuellement, des gisements de clients. Il y a plein de choses qui devront être faites localement et donc avec une validation éventuellement des principes que vous aurez tout d'abord définis en vous connectant à différents sites, en vous renseignant auprès de différents organismes. Il faudra aller voir sur le terrain. Le marché français, juste pour vous donner un petit peu la dimension de la chose, alors c'est en 2018, hein, on n'a pas encore les chiffres sur 2019. En plus, il y a eu quelques années un peu plus compliquées sur l'accueil des voyageurs avec le Covid. Donc, on a les chiffres qui datent de 2018. Il y avait en 2018 25 300 chambres d'hôtes identifiées, c'est-à-dire déclarées.
et 95 815 meublés de tourisme selon le même taux du tourisme. À cela, bien sûr, se rajoutaient toutes les structures classiques d'hébergement. Donc, vous voyez que l'hébergement en France est un vrai sujet, c'est un secteur extrêmement important. Et effectivement, avant la crise du Covid, la France était la première destination touristique avec, en 2018, plus de 89 millions de voyageurs qui sont venus en France. Alors, ce qui s'est passé, c'est que cette crise, elle a eu un impact, tout d'abord pendant la période où elle a eu lieu, déjà d'attrition complète du marché et de difficulté de relancer le marché. Mais par contre, il y a eu aussi un impact très important, et on l'a vu dès 2021, de reprise très vive du marché, puisqu'en fait, la plupart des gens ont voyagé localement, donc de moins en moins de gens sont partis à l'étranger, ont pris l'avion du fait des contraintes sanitaires qui restaient. Il y a eu un recentrage sur la France de la part des Français. Donc on a toujours un accueil moindre, d'ailleurs, de tourisme, quoi qu'en ce moment, ça reprend amplement. Moi qui habite dans ces quartiers ultra touristiques, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de langues étrangères pratiquées sur les trottoirs. Mais en plus, il y a une demande beaucoup plus forte qu'elle n'a été jusque-là de la part des Français. Donc on a un côté qui s'est beaucoup développé et une demande beaucoup plus importante qu'elle ne fut à un moment. Il n'empêche, ceci étant dit, qu'il faut toujours être tout de même extrêmement vigilant sur la façon dont on va gérer et développer son entreprise en matière de gîtes et de chambres d'hôtes. Il ne faut pas se lancer juste comme ça, sans avoir un minimum regardé ce qui se passait autour. Alors, on va tout d'abord parler de son offre. Votre offre, pour la constituer, pour la construire, il va falloir déjà réfléchir à plusieurs thématiques. La première, c'est qu'est-ce que vous proposez, le service. Donc, vous proposez quoi? C'est un gîte ou une chambre d'hôte. Une chambre d'hôte, on a l'impératif de servir un petit déjeuner, c'est une obligation. Pour le gîte, on ne l'a pas. Est-ce que vous allez proposer éventuellement des prestations de table d'hôte? Est-ce que vous allez proposer des prestations complémentaires qui peuvent être des locations de vélos, l'organisation de balades, d'excursions, le fait d'aller chercher éventuellement vos voyageurs à l'endroit où ils arrivent, en gare ou en aéroport? Il y a pas mal de choses qui peuvent être faites. En plus, vous pouvez ajouter aussi aux services que vous voulez rendre tout un tas de services annexes qui peuvent aller jusque, par exemple, la vente de vos confitures ou vos conserves que vous aurez fait et que les gens ont découvert lors de dîner ou déjeuner à votre table d'hôte. Donc ça, c'est la première chose. Qu'est-ce que l'on propose? Deuxième chose, c'est le tarif. Et on va voir que ce tarif, il va falloir l'analyser avec plusieurs prismes de manière à définir le plus adéquat, en fait, par rapport à votre cible de clientèle et aussi à votre localisation, bien évidemment. Les garanties, donc, qu'est-ce que vous proposez comme garantie au niveau des délais d'annulation, au niveau du service? Qu'est-ce que vous proposez? Et dans les garanties, il y aura aussi, d'ailleurs, en sous-jacent, des notions d'assurance et de responsabilité civile que vous devez avoir pour garantir et tranquilliser vos voyageurs. Les services annexes, on l'a un petit peu évoqué avant, sont donc les choses que vous proposez en plus du service strictement. Vous pouvez proposer des prestations. En plus des prestations, vous pouvez proposer des produits. Ensuite, les éléments promotionnels que vous voulez mettre en place. Donc, vous savez que selon la saisonnalité, il y a une attractivité plus ou moins forte. Ça, c'est une première chose. D'autre part, quand vous entrez sur un marché, éventuellement, vous pouvez, pour attirer vos premiers clients, essayer de proposer un tarif un peu plus attractif qui soit un tarif de lancement. Donc, il y a pas mal de choses de ce type-là dont on peut parler. La communication, qui est un point essentiel, ça va rejoindre la conférence précédente. On va beaucoup moins s'étendre, mais on va en parler un peu. Les conditions de paiement, ça va être un point aussi important et parfois déterminant vis-à-vis de vos voyageurs. Et puis, on a les cadeaux que l'on appelle en bon français des goodies, c'est-à-dire qu'on va éventuellement remettre à ces voyageurs quelques petits objets, éventuellement une attention, qui font que ça confortera leur appréciation de votre accueil
et ça éventuellement aidera à s'en remémorer et à permettre un retour ou une communication par le bouche à oreille qui est extrêmement importante et très valorisante. Donc, les questions à se poser quand on va parler de l'offre, donc c'est quoi? Et dans le quoi, parfois, vous allez devoir choisir entre plusieurs services ou produits. Donc, il va falloir éventuellement faire des choix. Il y a un peu d'arbitraire à chaque fois quand on construit son offre. À qui est destiné ce service et qui sera l'utilisateur final? Pourquoi ce distinguo? Parce qu'en fait, vous pouvez cibler une population de voyageurs un peu particuliers. Par exemple, il n'y a pas très longtemps, j'ai eu quelqu'un qui ouvrait un gîte qui était destiné à des pèlerins sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle. J'en ai eu précédemment qui étaient destinés à des gens qui faisaient des étapes à vélo. J'en ai eu, si vous voulez, sur des thématiques assez différentes. Et donc, déjà, on peut essayer d'identifier, alors ça peut être des classes d'âge, des niveaux de revenus, des centres d'intérêt, mais essayer de serrer un petit peu la population qui est au cœur de notre cible. Et quand on distingue l'utilisateur final, c'est qu'il y a aussi aujourd'hui pas mal d'occasions où on offre éventuellement des nuitées dans une chambre d'hôte ou dans un gîte. Et c'est donc une personne qui choisit selon ses critères et qui le destine à une personne qui n'aura pas nécessairement les mêmes critères de choix. Donc, c'est intéressant de réfléchir un petit peu sur ces deux dimensions. Combien la notion de prix, effectivement, va être essentielle, mais aussi la dimension du budget qui va être nécessaire pour ce projet. Donc, est-ce que l'on a estimé les coûts? Est-ce que l'on a réfléchi au mode de financement? Quels sont les prix que vous proposez? Est-ce que ces prix tiennent compte d'un certain nombre d'événements qui se produisent localement, par exemple, ou de la saisonnalité? Où trouver votre hébergement, à savoir, est-ce que je vais me trouver sur des sites qui vont faire, par exemple, des sites comme Airbnb ou comme Booking, sur lesquels je vais trouver plein d'hébergements? Est-ce qu'on va trouver sur un site Internet? Est-ce qu'on va me trouver parce que je suis présent sur les réseaux sociaux et j'ai des pages et j'ai des liens? Donc, la question de comment on arrive et on découvre mon accueil. Pourquoi? Donc, la question de quel est mon différenciant? Qu'est-ce qu'apporte mon service en plus? Est-ce que vous cherchez à améliorer quelque chose qui existe déjà en faisant mieux? Il y a plein de choses un petit peu particulières qui sont aujourd'hui. Il y a des hébergements dans des arbres, dans des parcs au milieu d'animaux sauvages, avec des accueils qui ont des toits vitrés pour voir les étoiles dans des endroits où il y a peu de pollution lumineuse. Donc, il y a plein de choses. Donc, qu'est-ce que vous cherchez à faire, vous? Quand? Alors, la question du quand, elle est à partir de quand mon service sera disponible, je serai en mesure de le proposer, et à partir de quand je pourrai accueillir, donc le vendre. Il y a ces deux dimensions-là qui sont importantes. Comment? Comment je vais acquérir les nouveaux arrivants, donc comment je vais faire venir des gens chez moi. OK? Connaître son marché, donc là, c'est, à mon avis, l'incontournable. En fait, quand on monte un projet d'entreprise, et exemplairement celui d'une chambre d'hôte ou d'un gîte en étude, même si c'est moins formel, ça peut paraître moins formel qu'une entreprise dans le conseil ou dans la création, il y a quand même une chose qui est essentielle, c'est régulièrement confronter ces hypothèses ou ces choix au marché. Le marché, c'est toujours le juge de paix. C'est à l'aune du marché qu'on saura si potentiellement cette proposition va fonctionner ou pas. C'est sur le marché que résident les concurrents, les clients, les partenaires, les fournisseurs. Tous les acteurs sont présents sur le marché et vous allez devoir vous confronter à tous ces acteurs à partir du moment où vous décidez de vous lancer. 3 étapes. Premièrement, identifier là où vous voulez vous installer. Alors, pour pas mal de gens, d'hébergeurs que j'ai rencontrés dans les formations qu'on a faites, certains étaient très au clair sur l'endroit où ils voulaient aller, d'autres ne l'étaient pas encore complètement. Donc, il y a déjà bien identifié là où on veut le faire pour effectivement faire que son offre soit la plus adaptée
à l'endroit où vous l'exercez. Il peut y avoir en plus, selon là où vous vous trouvez, des potentiels de marché spécifiques. Par exemple, il y a un concert, il y a un festival de concerts, il y a un circuit automobile, il y a un carnaval. Pardon, veuillez m'excuser. Donc, il y a plein de choses qui peuvent être très valorisantes et en plus provoquer plus d'attrait pour votre accueil. Et l'autre chose, c'est qu'une fois que vous aurez défini où vous êtes, la première chose d'ailleurs à faire, ça sera d'identifier les concurrents. Donc, qui existe sur le secteur et qui peut vous aider. Donc, les concurrents et les aides dont vous pouvez disposer en fonction des régions. Il est évident qu'il y a des régions qui sont moins dotées en hébergement que d'autres, qui recherchent éventuellement à faire venir des gens sur leur secteur et qui font des propositions éventuellement plus attractives ou plus attrayantes en matière d'accompagnement et d'aide. Il faut le savoir. L'analyse de la concurrence. Alors, pour analyser la concurrence, il y a déjà regardé un petit peu sur les différents sites, les plateformes, donc Booking et consorts, voir un petit peu en fonction de votre proposition, dans des secteurs à peu près équivalents, quels sont les tarifs pratiqués. Autre chose qui est intéressante sont les labels. Les labels, c'est donc exemplairement Gîtes de France, Clés Vacances, Accueil Paysan, tous ces labels qui vont donner éventuellement des certifications, mais qui ont aussi une bonne connaissance des secteurs, parce qu'en fait, ces labels ont des représentations régionales, donc sont très introduites dans le tissu local et sont à même aussi de vous aider, de vous accompagner dans même le processus de mise en œuvre. Les Gîtes de France, par exemple, ou les vacances, se déplacent et vous donnent des conseils, éventuellement, dans un premier temps, gracieusement, et après, si vous souhaitez être accompagné par eux, ils le font avec des prestations qu'ils vous proposent, mais c'est assez intéressant de regarder ce qu'ils font. Et puis l'autre chose, c'est aller voir effectivement des sites d'hébergeurs pour voir un petit peu comment ils sont faits, parce que c'est quand même toujours assez facile de le faire en contrepoint de ce qui existe, de dire ah ben ça j'aime beaucoup ça, ah ben celui-ci non, il est trop classique, il n'est pas ceci, il n'est pas cela, il est trop illustré, le graphisme n'est pas lisible. Donc allez voir un petit peu ce qui se passe sur ce marché, et même à distance, c'est tout à fait possible de le faire. Et en tous les cas, pour rejoindre la zone, il faudra effectivement se renseigner sur le terrain, ce qu'on va voir après, mais aussi aller voir physiquement un petit peu autour de vous quels sont les hébergements qui existent et comment ils sont. En général, il n'y a pas une agressivité importante entre les hébergeurs, puisque si on est dans un secteur où il y a une demande assez importante, on est même plutôt content quand un nouvel arrivant s'installe, de pouvoir avoir des liens, éventuellement se conseiller, se renvoyer des clients de l'un à l'autre. Donc, il faut savoir que la concurrence n'est généralement pas acerbe, on est plutôt sur des relations de partenaires plutôt que de concurrents. L'analyse de la concurrence, elle a comme intérêt essentiel d'ajuster son offre, c'est-à-dire de la définir au plus précis et au plus finement, voir et définir clairement et l'expliciter son avantage concurrentiel, et puis ajuster ses prix en fonction de ce qui se passe sur le marché. Dernier point, sur le terrain, il y a sur le terrain à aller voir, les deux dimensions, donc c'est documentaire et terrain. Le terrain, il faut aller voir un peu ce qui se passe au niveau de la commune où vous souhaitez vous implanter, de la communauté de communes. Il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau du conseil général, qui donc dépend du département maintenant, qui permet donc au niveau du tourisme et au niveau aussi des financements. Et vous aurez aussi affaire à déposer un dossier au niveau de l'urbanisme s'il y a des travaux par exemple, et un dossier aussi en mairie pour signaler que vous êtes hébergeur, puisqu'à partir du moment où vous allez être déclaré, vous devrez être assujetti par la mairie à la collecte d'une taxe de séjour. Donc vous devez aller vous déclarer en mairie, et ça vaut que vous soyez hôte, chambre d'hôte ou gîte, indifféremment. Et puis, effectivement, vous pouvez, au niveau de vous renseigner, quand vous avez ciblé un petit peu votre clientèle, adresser des questionnaires pour connaître un petit peu les attentes et affiner les ajustements que vous pourriez faire ou les propositions que vous pourriez faire pour être au plus près de cette cible et voire de votre cœur de cible. Le truc qui fait mal, le statut juridique. Alors,
Quel statut juridique? Tout d'abord, la première chose, c'est que cette activité, elle s'exerce soit à titre en tant que personne, sous plusieurs formes. Il y a une forme qui ne nécessite pas de création d'entreprise à proprement parler, qui est la forme qui s'appelle loueur meublé professionnel, qui a un acronyme qui est LMNP. Donc ça, il n'y a pas besoin de créer une structure, il y a juste besoin de s'enregistrer à l'INSEE. Sinon, on peut être à titre personnel, en micro-entreprise ou en entreprise individuelle. Et sinon, on peut opter pour une forme de société. Donc, on peut choisir pour deux formes essentielles avec leur déclinaison. Donc, la SARL, Société à responsabilité limitée, ou la SAS, Société par action simplifiée, avec leur déclinaison quand on est seul, qui est l'EURL pour la SARL et la SASU pour la SAS. Donc ça, c'est le premier point. Et cela concerne l'exploitation de votre lieu. Si vous acquérez votre bien et que vous souhaitez le faire au travers d'un véhicule qui permet d'avoir une organisation patrimoniale un peu plus particulière, vous passerez éventuellement par la création d'une SCI, Société civile immobilière, qui pourra être une SCI classique ou une SCI familiale, qui ont des modalités légèrement différentes, mais assez subtiles, de fonctionnement. Et ça peut être effectivement une question que vous vous posez dans un sens patrimonial. Là, on est sur du patrimonial, ça ne concerne pas vraiment l'activité. C'est vraiment comment je souhaite organiser mon patrimoine et comment je souhaite pouvoir éventuellement céder, enfin faire bénéficier de mon bien à ma famille, mes enfants, et organiser ça dès le départ. C'est une solution que vous avez qui nécessitera d'ailleurs de voir un notaire pour définir précisément, en fonction de vos attentes, les modalités qui vont être à mettre en œuvre. L'autre chose qu'il faut avoir en présente en tête, c'est qu'il y a effectivement au niveau juridique deux, trois petites choses. Il y a une réglementation, c'est-à-dire qu'on doit respecter des réglementations, une réglementation qui est proche d'ailleurs de celle qui est dans les hôtels à un certain nombre d'égards. On doit aussi respecter les normes qui concernent l'accueil du public, à savoir les normes ERP, établissement recevant du public, que vous devrez prendre en compte en fonction du nombre de personnes que vous accueillez et du type de personnes que vous accueillez. Ensuite, il y a effectivement à ne pas oublier aussi accessoirement qu'il y aura des taxes ou impôts à payer. Tout d'abord, un impôt sur le revenu si vous êtes en forme personnelle, donc LMNP, entreprise individuelle ou micro-entreprise. De l'impôt sur les sociétés si vous êtes en forme sociétale. De la TVA si vous y êtes assujetti, ce qui n'est pas évident, puisqu'en fait, vous pouvez faire un choix d'être assujetti ou non à la TVA en fonction déjà d'un critère, c'est la forme juridique que vous allez retenir, et l'autre critère va être aussi les investissements, les travaux que vous allez réaliser, puisqu'en fait, le fait d'être assujetti à la TVA permet éventuellement de récupérer la TVA sur les travaux que l'on engage et les achats d'équipements que l'on fait au départ. Donc, c'est vraiment une question à se poser en fonction de la taille du projet et de sa nature. L'autre chose que vous aurez à payer, c'est ce que l'on appelle, il y a un ensemble qui s'appelle la contribution économique territoriale, qui remplace la taxe professionnelle d'antan. Et donc, une partie est plutôt assez connue, qui s'appelle la cotisation foncière des entreprises, la CFE, que vous devrez payer, qui correspond à peu près à la taxe d'habitation pour les entreprises, puisque en fait, on a la taxe d'habitation pour les personnes privées et pour les entreprises, on a de la CFE. À un titre de petit détail, si vous exercez même à titre personnel, vous devrez payer de la CFE, même si vous êtes en forme de loueur meublé non professionnel, vous serez assujetti à la CFE. Et puis, il y aura aussi la taxe foncière que vous devrez assujettir, et la taxe d'habitation et la taxe foncière pour le bâti, d'une part, la taxe foncière, et la taxe d'habitation pour la partie dans laquelle vous résiderez, vous. Au niveau du financier, qu'est-ce qu'il va falloir prendre en compte? Tout d'abord, il va falloir élaborer un prévisionnel financier. Pourquoi? Parce que dans la plupart des cas, vous allez avoir besoin de financement. Alors, un financement éventuellement pour acquérir le bien, auquel cas d'ailleurs, il faudra deux financiers. Un spécifique si vous acquérez
en SCI, il faudra un prévisionnel pour la SCI et un pour la société d'exploitation qui sera différente, puisqu'en fait, la seconde sera locataire de la première, donc il y aura un petit peu organisé les choses. Donc, ce prévisionnel, il va être là pour vous permettre d'aller voir des financeurs. Alors, on cite des emprunts bancaires, c'est classique. On parle de prêts d'honneur. Les prêts d'honneur, ils sont attribués au porteur de projet directement et pas sa structure. Et ils le sont par un réseau qui s'appelle, pardon, je suis désolé, je vais avoir un blanc. C'est un réseau qui est régional, qui a des représentations régionales. Je suis désolé, j'ai un blanc, donc je vous le redirai tout à l'heure, ça va me revenir. Mais les prêts d'honneur peuvent être obtenus localement. Ces prêts d'honneur, ils peuvent aller jusqu'à 50 000, ils sont entre 2 000 et 50 000 euros. Et l'intérêt qu'ils ont, c'est que tout d'abord, ils sont à un taux zéro. Secondo, ils participent de l'apport personnel et ils permettent donc de faire effet de levier pour obtenir un emprunt bancaire plus important. Donc, ça, c'est les financements. L'autre chose, quand on travaille son business plan financier, les prévisions financières, et en fait, ça permet de faire tourner et d'ajuster en fait ses tarifs pour être possiblement en état de dégager un peu de bénéfices. Et puis aussi, dans le prévisionnel financier, il va falloir prendre en compte la saisonnalité, la périodicité du remplissage de votre lieu d'accueil. Je suis en train de chercher toujours l'organisme qui s'en occupe, mais je le retrouverai inévitablement, il faut juste que j'ai le temps. Pour le prévisionnel, on va réaliser 3 documents différents et qui sont complémentaires les uns aux autres. Tout d'abord, on va avoir un plan de financement initial. Ce plan de financement initial, c'est de quoi j'ai besoin au départ, chiffré, et comment je le finance, quelles sont les modalités de financement, mes apports, le prêt d'honneur, un emprunt bancaire. Donc ça, c'est le départ de l'histoire. Après, on va devoir projeter l'activité dans un compte de résultats prévisionnel. Ce compte de résultats, c'est un compte qui est fait par année dans lequel on va définir les flux qui vont entrer et sortir de l'entreprise pendant chaque année. C'est que ce compte des résultats, comme le plan de financement, il doit être réalisé sur une période d'environ 3 ans. Le plan de trésorerie, c'est la 3e pièce du puzzle. Lui, il sera fait au moins sur 1 an et il permettra de prendre en compte la réalité des encaissements et des décaissements pour s'assurer que l'on a toujours suffisamment d'argent en trésorerie pour satisfaire ses besoins. Ce sont les 3 tableaux. À partir de ceci, on sera à même de calculer son seuil de rentabilité, qui est donc la détermination du montant de chiffre d'affaires que vous devez réaliser pour être à l'équilibre, c'est-à-dire être à zéro, ne pas perdre d'argent, ne pas encore en gagner. D'ailleurs, le jour où on atteint ce seuil de rentabilité, on appelle ça le point mort. Alors, la remarque qui est en bas, effectivement, c'est une précaution à avoir. Peu de gens ne vivent que de leur chambre d'hôte ou de leur gîte. Donc, c'est une activité souvent complémentaire au sein d'un foyer à une autre activité. Donc, c'est juste un principe de raison à avoir. Je connais des gens qui en vivent, mais éventuellement, la localisation le permet, ce qui n'est pas le cas de tous les lieux. Et puis, je connais même des gens qui en vivent en faisant éventuellement 2 saisons, une saison à un endroit, une saison à un autre. Donc, il y a aussi des façons de voir, mais qui ont nécessité double investissement. La communication, comment faire connaître sa chambre d'hôte ? Eh bien, on va tout d'abord passer au démarrage, et c'est un incontournable pour la visibilité, par les plateformes donc, qui vont vous permettre donc, d'être vus par un maximum de gens. Alors là, on en a cité 4, il y en a d'autres, il y a plus de choses que ça, mais celles qui sont les plus évidentes et les plus connues, c'est effectivement Airbnb, Booking, Abritel et Gîtes de France. Alors, il faut savoir que ces plateformes ont des tarifications qui sont différentes les unes des autres et il y a des modalités de tarification qui font qu'on doit analyser quand même l'ensemble des choses pour trouver quelles sont les plus pertinentes et aussi voir quelles sont les plus appréciées de votre cible de clientèle. Parce que selon la cible de clientèle, vos voyageurs utiliseront plus facilement Airbnb ou Booking plutôt que Gîtes de France. Donc, il y a effectivement, en fonction de la clientèle que vous ciblez,
à prendre en compte la plateforme la plus adéquate. En même temps, les plateformes, il faut savoir que si vous proposez des choses dessus, vous pouvez les proposer sur plusieurs. Alors ça marche un temps, mais si il n'y a jamais de prise de vente par une plateforme, au bout d'un moment, vous serez relégué dans leur présentation plus loin, ou éventuellement ils arrêteront en fait de vous mettre sur leur site. Donc soyez vigilants aussi à ne pas vous mettre partout en disant je vais tout essayer. Non, faites-le avec un peu de parcimonie et de façon bien élaborée, enfin, avec une démarche élaborée. Les labels. Alors pourquoi les labels? Les labels, ils sont vraiment importants parce qu'ils jouent encore beaucoup dans l'appréciation, surtout dans l'appréciation pour des gens qui voyagent. Et donc, ces labels, ils sont accordés par un certain nombre d'organismes dont on cite ici les plus fréquemment utilisés. Donc, Gîtes de France est le plus courant. Clé Vacances le fait aussi. Accueil Paysan et Bienvenue à la ferme le font, mais ils sont dédiés à des agriculteurs qui accueillent, donc c'est un peu particulier. Et puis, il y a Fleur de Soleil et Bed and Breakfast qui sont en fait d'autres labels que l'on peut obtenir. Quand on veut se faire homologuer par un label, c'est important de bien regarder lequel on choisit parce que selon l'homologation, cela vous permettra éventuellement d'obtenir des aides au niveau du département. Donc, c'est extrêmement important de voir auprès de ces labels quels sont en fait les impacts que dont vous pouvez bénéficier et ceux dont vous pouvez profiter en vous inscrivant auprès de ce label. Donc, les labels, c'est un point extrêmement important. Les réseaux sociaux, bien oui, c'est un incontournable. Donc, les réseaux sociaux, ça vous donne de la notoriété, de la visibilité. Il est sûr que si vous avez effectivement un réseau social qui est assez animé, sur lequel vous postez régulièrement des informations, sur lequel vous postez des images, bien, ça vous donnera pas mal de visibilité. Sur Instagram et Facebook, qui sont pour moi les deux principaux médias à utiliser en réseaux sociaux, vous trouverez beaucoup de chambres d'hôtes avec beaucoup d'informations. Et c'est très important parce que si vous avez des gens qui vous suivent, ça permet aussi de communiquer avec eux assez aisément. Donc, les réseaux sociaux, c'est vraiment un point à ne pas omettre. Et par contre, comme vous l'avez entendu, je pense précédemment, la présence sur les réseaux sociaux signifie que vous en occupez. C'est-à-dire qu'en fait, il faut vraiment, c'est une activité à temps plein, enfin pas à temps plein de le faire, mais c'est une véritable activité à avoir présente à l'esprit et à entretenir, à maintenir en permanence, parce que si vous laissez aller pendant quelque temps, vous pouvez perdre beaucoup d'intérêt et d'attractivité au niveau de vos suiveurs, et ça peut vraiment être dommageable pour vous. Donc, si aussi bien d'ailleurs pour les réseaux sociaux que pour le site, il faut vraiment les maintenir régulièrement, les rendre attractifs, faire des changements réguliers qui fassent un peu de nouveauté, donner des informations d'actualité, donc le mettre à jour très régulièrement. Alors, le site Internet, pour moi, c'est un incontournable quasiment pour une chambre d'hôte ou un gîte, puisqu'en fait, c'est ce qui vous permettra d'avoir la meilleure rentabilité, puisque vos clients qui vous connaîtront et qui parleront de vous, si vous avez un site, viendront directement sur votre site et ne passeront éventuellement pas par des plateformes qui entraînent quand même des coûts assez onéreux. En moyenne, les plateformes, c'est 15%. Donc, vous voyez, ce n'est pas anecdotique. Le fait d'avoir un site fait que déjà, vous pouvez le faire vivre, vous pouvez aussi avoir une relation plus personnelle. Vous pouvez avoir sur votre site aussi, si vous êtes courageux, parce que là aussi c'est du travail, avoir un blog pour parler des derniers événements. C'est que vous pouvez alimenter éventuellement en parallèle un blog et vos réseaux sociaux. Il y a vraiment une réflexion à avoir là-dessus. Et effectivement, votre site, il y a deux types de sites. Alors, un type vitrine, un site vitrine, ça signifie que c'est pour promouvoir et qu'on connaisse, que l'on voit des photos sur votre hébergement, mais qu'éventuellement, on ne puisse pas aller jusqu'à l'achat sur le site, alors qu'un site de e-commerce permettra d'aller jusqu'à l'achat avec le paiement en ligne. Donc là, qu'est-ce que vous choisissez de faire? Il y a pas mal de gens qui ont des gîtes ou des chambres d'hôtes qui n'ont pas la fonction de paiement en ligne, qui s'organisent, ça se passe plutôt par téléphone ou par échange de mails. Après, c'est à chacun de voir comment il préfère. Il est sûr que le fait de pouvoir payer en ligne fait qu'on a une disponibilité
24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est-à-dire que c'est une facilité aussi d'accès pour vos voyageurs. Dernier point qui est intéressant, c'est vous inscrire et maintenir votre présence sur Google My Business. Donc, c'est ce qui vous permet d'être recensé chez Google. Et là, on trouve vos coordonnées, on trouve vos horaires d'ouverture, là encore à actualiser périodiquement et de façon pertinente. On a des avis clients et ça marche quand même très bien. Ça permet d'améliorer son référencement. Et puis, on peut aussi mettre des photos de son accueil sur Google, mais aussi mettre un lien sur son site et avoir ses coordonnées aussi pour pouvoir être contacté. Alors, les avis, c'est extrêmement important. Et à ce sujet, d'ailleurs, les avis sur TripAdvisor sont quand même toujours assez regardés. C'est-à-dire que TripAdvisor, pendant un moment, a eu un peu de flottement sur la qualité de ce qu'il faisait, mais ils se sont bien ressaisis. Et aujourd'hui, on trouve des avis assez valides et pertinents sur TripAdvisor. Alors, si je m'en tiens au délai imparti, je suis à peu près arrivé au terme de mon temps. Donc, Ouais, on est à 35 minutes. On va pas Voilà, faire donc le je caout. pense que c'est ça. On va pas faire le C'est petit quiz. ça. Désolé, celui-ci, on va le sauter. Non, 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 il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, j'avais Par bien contre, calibré. on en va répondre aux petites questions. Alors, D'accord. je loue 2 chambres dans mon logement. Est-ce mieux de créer mon auto-entreprise ou de prendre le statut IMNP? Le statut de LMNP, à mon avis, me paraît plus pertinent. Hein, c'est le plus simple à mettre en œuvre. En même temps, après, ça dépend aussi du montant, du prix de la chambre et du nombre de nuitées que vous louez. Mais je ne pense pas que… en fait, la grande différence entre les deux, c'est que le statut de l'MNP ne va rien changer au niveau de vos cotisations sociales. On ne paye pas de cotisations sociales dessus. À partir du moment où vous vous mettez en micro-entreprise ou entreprise individuelle, vous allez avoir des cotisations sociales à payer. Alors, si vous souhaitez faire des cotisations sociales pour avoir une couverture sociale, pour avoir des cotisations à la retraite, bah effectivement, ça peut être pertinent de choisir une forme micro-entreprise, entreprise individuelle ou sociétale, au détriment de loueurs meublés professionnels. Si, par exemple, et c'est le cas de pas mal de gens que j'accompagne, vous êtes en retraite, bah, ça n'a pas beaucoup d'intérêt de continuer à cotiser. Donc là, à ce moment-là, le statut de LMNP est peut-être plus pertinent. Et il y a Valérie qui rebondissait, ou à défaut une SASU. Alors, la Difficile de SASU, choisir entre 3 possibilités juridiques. oui, alors la SASU, je l'ai évoqué en disant, ou une forme sociétale, hein, on peut être en SASU. La SASU, ce qu'il y a, c'est qu'on a des contraintes un peu plus fortes, puisque ça nécessite de créer la société, donc il y a un petit peu de frais à la création. En plus, ça nécessite aussi d'avoir un comptable. Donc, il y a aussi un petit peu de frais constants, et on aura donc un minimum de frais récurrents, même sans avoir d'activité. Donc, il faut vraiment avoir une activité assez soutenue pour, à mon avis, choisir cette forme. Bettina précisait qu'elle prévoyait 10 000 euros annuels pour les 2 chambres. Pardon, 10 000 euros? Oui. Oui, non, c'est pas la peine de faire, c'est pas la peine de créer. LMNP, il ira très bien. Si par exemple vous êtes salarié et ou que dans votre couple, un des deux conjoints soit salarié si vous êtes en couple, ça fait que vous avez une couverture sociale, vous avez des cotisations. Donc, pour ma part, je ne vois pas trop l'intérêt d'en rajouter. Ok, merci. Marc, est-ce qu'il y a d'autres questions sur… effectivement, Bettina disait qu'elle était bien salariée. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur la conférence gîte, sur la conférence ou sur la formation? Donc, il faut savoir que notre formation, donc, sur cette thématique, on fait intervenir en plus un ambassadeur Airbnb. C'est quelqu'un qui a un gîte et qui est super host et qui a été sélectionné par Airbnb. Donc, on le fait intervenir pour que vous ayez ce témoignage-là pendant la formation.
Et on fait également intervenir Laura qui a lancé les clés du gîte. Donc, c'est une chef d'entreprise qui a un gîte, qui a lancé toute une communauté sur Instagram, mais aussi un site dédié avec une plateforme. Donc, comme elle est experte dans ce métier-là et qu'elle a tout un réseau, on l'a fait aussi intervenir pendant la formation. Voilà, c'est en plus des formateurs consultants qu'il y a chez Créatif comme marque. Avec Euh, ça, exactement, Juliette, pour la ramener et faire un peu les gros bras, j'ai été aussi super et bah host oui, chez et voilà. Et, un ami. Ah, voilà. eh bien, c'est pour ça qu'on a fait appel à toi aujourd'hui. Voilà. Alors, il y a aussi Nelly, le mécanisme d'investissement est bien France Invest ou au niveau région? Ah non, alors c'est France Initiative, ça y est, ça m'est revenu, hein. C'est France Initiative et c'est au niveau de chaque région, il y a des implantations qui sont des initiatives régionales. Donc vous trouverez par région, des fois même par département, quand il y a beaucoup de demandes, des représentations et vous pouvez trouver sur le site France Initiative, vous trouverez les différentes représentations locales. Alors, sur le régime fiscal en LMNP, les charges de fonctionnement sont-elles déductibles? Alors, non, on ne peut pas déduire les charges de fonctionnement. C'est juste, en fait, l'encaissement. C'est comme la micro-entreprise, on ne déduit pas les charges de fonctionnement. Par contre, on peut procéder à des amortissements. Donc, on peut déduire quand même certaines choses. Et je suis désolé, si on peut déduire certaines charges, on ne peut pas déduire tout, mais on peut déduire certaines charges. Par exemple, les investissements, on peut les déduire. Oui, c'est clair. En LMNP. Ok. Et d'ailleurs, pour LMNP, ça nécessite d'ailleurs souvent, si on veut être tranquille, d'avoir un comptable qui n'est pas du tout au coût d'un comptable pour une SASU, mais qui vous élabore en fait l'imprimé, qui est un imprimé spécifique à remplir et qui vous permet après de reporter sur votre feuille d'impôt de personne physique le montant qui va bien. Ok, merci pour cette petite précision. Est-ce que vous avez d'autres questions ou c'est bon? Ah, Tu vas écoute, pouvoir rattraper le retard. il nous reste une conférence. Il va y avoir des nouveaux qui vont se connecter, d'autres qui vont se déconnecter. Ça va être la dernière. Bon, bah écoute, je pense qu'il y a plus de questions. C'était très clair. Merci beaucoup, Marc. Donc, vous pouvez retrouver Marc sur la formation Ouvrir son gîte ou sa chambre d'hôte. Mais il intervient aussi sur les formations de comptabilité, gestion pour non-comptable ou gestion des ressources financières. Voilà, donc n'hésitez pas à découvrir la formation. Donc cette formation-là, elle est pour les créateurs, mais aussi pour les gens on a aussi des gens qui ont déjà leur chambre d'hôte et qui souhaitent la développer. Donc on a déjà des personnes en activité. C'est un peu la spécificité de cette formation-là. Elle se réalise pareil en classe virtuelle, donc présentielle à distance. Mais aussi, ça va être une grande nouveauté qu'on va lancer en juillet. Donc, on va la proposer sur le format à mon rythme avec le même équivalent de temps de formation, soit 35 heures, et avec 10 rendez-vous de suivi par un mentor expert pour tous les gens qui sont là salariés, puisqu'on a beaucoup de salariés aussi sur ce type de projet et qui ne peuvent pas se rendre disponibles une semaine complète. Donc voilà, ce format-là va être proposé dès juillet. Alors, Morgane va vous mettre tout de suite le lien de la formation. Et si vous avez encore des questions, comme toute la journée, vous pouvez prendre rendez-vous avec nos conseillers. Morgane va également vous remettre le lien pour prendre rendez-vous. Soit ce soir, soit demain, soit lundi ou mardi. Voilà, merci beaucoup, Marc, Oui. et à bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée.